Alors Einstein, vous avez l'habitude de le voir soit en caricature, soit en photo, avec des cheveux blancs partout, plutôt vieux, avec une chaussette d'une couleur et une chaussette de l'autre, un peu comme un clochard distingué. Alors en fait, il n'a pas toujours été vieux et il a été enfant. D'abord, ça a été un petit garçon qui a commencé à parler très tard. Il a commencé à parler à 3 ans. Alors ceux d'entre vous qui ont des petits frères ou des petites sœurs, s'ils ont parlé à 3 ans, vos parents ont dû déjà commencer à s'inquiéter. C'est ce qu'ont fait d'ailleurs les parents d'Einstein. Ils étaient très inquiets de voir qu'il était dans son coin et on lui parlait, il comprenait, mais il ne disait rien. Bon, mais à l'époque, on n'allait pas consulter un pédiatre pour un oui et pour un non, donc ils ont laissé faire, tout en étant inquiets. Et puis, un jour, ils se sont aperçus qu'il parlait comme tout le monde, que c'est venu tout d'un seul coup comme ça. Et on lui a dit, pourquoi tu parlais pas? Alors il a dit, j'avais pas besoin. Donc, c'était une très bonne réponse. Il a attendu d'avoir besoin de parler pour parler. Ensuite, quand il est allé à l'école, ça s'est pas si bien passé que ça. C'est pas parce que c'est le plus grand physicien du XXe siècle, et peut-être de tous les temps, qu'il a pour autant été toujours le premier de sa classe. Bien au contraire. Il y avait des matières qu'il aimait, et alors là, il travaillait, non seulement il faisait ce qu'on lui demandait à l'école, mais comme il pouvait discuter avec ce que nous maintenant on appellerait un babysitter, il avait un babysitter qui était étudiant en médecine et à qui il posait beaucoup de questions à l'âge de 8, 9, 10 ans. Donc, sur les matières qui lui plaisaient, c'était surtout d'ailleurs l'observation, la nature, les mathématiques. Eh bien, non seulement il faisait le travail qu'on lui demandait de faire à l'école, mais il en faisait à côté, il posait des questions, il s'intéressait aux choses. Mais alors, ce qu'il n'aimait pas, par exemple, le français, alors il était allemand, donc le français, c'était une langue étrangère que dans son école, on commençait à apprendre vers 9-10 ans. Ça, il ne faisait rien, il se mettait au fond de la classe et il faisait des mathématiques. Et puis, il était très ironique. Si bien qu'on a retrouvé, les historiens ont fait des recherches, et on a retrouvé dans les comptes rendus des instituteurs qui ont eu Einstein comme élève, il y en a un qui s'est bien illustré pour l'éternité en disant non seulement ne fait rien, mais perturbe par sa seule présence le reste de la classe. Donc c'était plutôt un cancre d'une certaine façon. Mais de ces cancres, dont les instituteurs ou les professeurs disent toujours qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas à s'en faire pour ce genre de cancre, c'est-à-dire qui ne fait que ce qui lui plaît. Et qui, quand les choses lui plaisent, ça va tout seul. Alors, il est arrivé comme ça jusqu'à 15 ans. Il était né dans une famille juive, mais qui n'était pas pratiquante. C'était des juifs d'Allemagne, et comme beaucoup de juifs d'Allemagne, ils avaient misé à fond sur l'intégration, comme on dit de nos jours, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas allemands, ils n'étaient pas citoyens allemands, et ils n'avaient qu'une seule envie, c'est de l'être. Ils le sont devenus 2 ans avant la naissance d'Einstein. C'est bien que Einstein n'a jamais eu de problème de papier, de nationalité, etc. Mais justement, ça lui a posé un problème vers l'âge de 15 ans d'être allemand. Pas tellement un problème de religion, parce que il n'avait pas de religion, il était élevé sans religion. Il voyait bien qu'il y en avait d'autres qui avaient des religions, d'ailleurs pour beaucoup religions catholiques ou protestantes, mais ça ne lui semblait pas très différent de ce que lui pouvait imaginer sur la nature, la création du monde, etc. En revanche, ce qui lui était insupportable à penser, et dont qu'il avait hérité en cadeau avec la nationalité allemande, c'était d'avoir à faire son service militaire. L'idée qu'il lui faudrait apprendre à marcher au pas, à obéir à des ordres qui ne se discutent pas, dont on ne sait pas d'où ils viennent, etc., ça lui était totalement insupportable. Donc il était très content d'être allemand parce que ça lui permettait d'aller à l'université, ce que son père n'avait pas pu faire et lequel père désirait beaucoup pour son fils, mais pour lui, ça comportait un inconvénient très important, qui expliquera ensuite aussi une grande partie de son engagement politique plus tard, c'est qu'il ne supportait pas l'autoritarisme militaire, toute l'institution militaire en elle-même, qu'elle doive servir ou pas, si je peux dire, c'est-à-dire qu'on doit faire la guerre ou pas. Pour cette raison, il a quitté l'Allemagne à l'âge de 15 ans. Son père a emmené sa femme
sa fille, la sœur aînée d'Einstein, et lui-même, et ils sont allés s'installer en Italie. Mais il y avait le problème du garçon, qui avait 14 ans à peu près quand ce déplacement s'est produit. Et ils avaient décidé qu'il ne fallait pas interrompre, puisque lui avait la chance de pouvoir aller dans une université allemande, il ne fallait pas interrompre ses études au lycée, au gymnasium, comme on disait à l'époque. Et donc, il l'avait laissé en pension chez des amis. Il allait au lycée dans la journée, il revenait le soir et le samedi et le dimanche. Et puis, il était donc pensionnaire chez des amis, et pendant que ses parents étaient en Italie. Alors, pour ces deux raisons, parce qu'il voyait arriver le service militaire très vite, et parce qu'en plus, quand même, sa famille lui manquait, eh bien, il a décidé un jour de partir. Il n'a rien dit à personne, il a pris un billet de train, et il a traversé les Alpes. Il est arrivé le lendemain matin en Italie, devant ses parents totalement ébahis, un peu déçus quand même, puisque l'idée du père d'Einstein, c'était de faire de son fils un intellectuel, avec des diplômes de l'université allemande. Et voilà justement qu'il s'en allait du lycée qui était la porte d'entrée à l'université. Bon, mais comme il avait manifesté sa détermination, ils ont accepté. Et finalement, il a réussi l'année d'après. Il a passé, bon, ça devait se faire au printemps, cette chose-là, quand il a pris le train pour débarquer en Italie. Donc l'année scolaire s'est finie, et l'année scolaire suivante, il a été inscrit dans une école en Suisse. Alors la Suisse a présenté pour lui un immense avantage, c'est qu'il pouvait acquérir la citoyenneté suisse, où il n'y avait pas de service militaire. Et pour lui, c'était justement ce qu'il voulait. Et comme par ailleurs c'est un pays où on pouvait faire de belles études, de grandes études, tout aussi bien qu'en Allemagne, eh bien, c'était parfait pour lui. Donc il a opté pour la citoyenneté suisse à l'âge de 18 ans. Il est entré à ce moment-là dans une grande école qu'on appelle l'école polytechnique de Zurich. L'école polytechnique de Zurich, en Suisse, est une école polytechnique au moins aussi renommée, il y a plusieurs prix Nobel récents qui en sont sortis, etc., que l'école polytechnique française. Donc, pour résumer tout ça, finalement, Einstein, c'était un cancre, mais un cancre qui est entré à Polytechnique quand même. Donc, c'était un drôle d'individu. Et si je vous ai raconté son enfance, c'est parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très significatif dans ce qu'il a fait quand il était enfant et qui préfigure l'homme qu'il deviendra, découvreur de choses totalement inattendues, très peu conformes à ce qu'on peut penser. C'est que justement, il ne s'en laissait pas compter par les autorités. Il raconte aussi qu'étant enfant, il avait lu la Bible dans laquelle on disait que le ciel et la terre avaient été créés en 7 jours. Bon. Et un peu plus tard, il avait lu un livre où on racontait la formation des volcans, des océans, etc. Et il avait compris qu'on ne pouvait pas créer la terre et le ciel en 7 jours. Et il dit, et il n'y a pas de raison de ne pas le croire, que ça lui avait donné une certaine méfiance vis-à-vis de ce qui est écrit, même si c'est dans la Bible. Et cette méfiance à l'égard de ce qu'on affirme sans pouvoir le démontrer d'une certaine façon, eh bien il l'a gardé toute sa vie. Et je crois que s'il a fait les découvertes qu'il a faites plus tard, c'est parce que justement il n'avait aucun esprit conforme. Un esprit conforme, c'est quelqu'un qui fait ce qu'on lui dit de faire sans se demander pourquoi. Alors le on, ça peut aussi bien être sa famille que l'école, mais ça peut être aussi l'air ambiant, la mode, ce que pensent la plupart des gens, et donc on décide que c'est ça qu'il faut penser. Tout un tas de choses comme ça qui l'ont mené, je crois, à ces découvertes. Alors maintenant, ces découvertes, ça a commencé très tôt, dès l'âge de 25 ans et demi. Il a publié en 1905, et c'est pourquoi on commence dès 2004 à en parler, parce que ça va être dans 100 ans l'anniversaire de cette année formidable pour Einstein et pour la physique, qui est l'année 1905, année dans laquelle il a publié plusieurs articles. C'est la manière dont se fait la communication entre les savants, avec les guillemets qu'il faut au mot savant. Tous les 5 ont révolutionné la physique. Et imaginez-vous, donc il avait 25 ans. Ce n'est pas si rare que ça que des jeunes gens fassent des découvertes. Bon, enfin, c'est quand même très rare. Et surtout qu'on en fasse 5 d'un seul coup et tout aussi importantes. Alors, là-dedans, il y a 2 découvertes majeures qui ont bouleversé notre monde, pas simplement la physique, mais notre monde.
Plus exactement, il y en a une qui a bouleversé notre monde et la physique, et il y en a une autre qui n'a bouleversé que la physique. Alors, je commence par celle qui n'a bouleversé que la physique, c'est ce pour quoi il est le plus connu, c'est pour ce qu'on appelle la théorie de la relativité. Bon. Eh bien, la relativité, au sens technique du terme, c'est que la manière dont on décrit le monde ne doit pas dépendre, justement, du point de vue auquel on se place. En somme, c'est le contraire de ce qu'on pourrait croire en s'en remettant uniquement au sens des mots dans la vie courante. Bon. Je laisse de côté la théorie de la relativité, c'est ce qui a amené E égale mc2, dont visiblement vous avez parlé en classe. Alors là, me dis quand je vous dis ça que j'ai peut-être un peu eu tort, et j'étais un peu vite en vous disant que ça n'a pas changé la relativité, que ça n'a pas changé la vie du monde. Parce que E égale mc2, c'est non pas ce qui permet la construction d'une part des bombes nucléaires et d'autre part de l'énergie nucléaire, et donc ça on ne peut pas dire que ça n'a pas changé la face du monde, puisque les bombes nucléaires ça a tué des milliers de personnes au Japon en 1945, et l'énergie nucléaire c'est une forme d'énergie et par conséquent ça nous concerne tous. Mais ce qui dans la relativité, dans la théorie de la relativité d'Einstein n'a pas changé grand-chose à notre vie courante, mais qui a complètement modifié la vue du monde des savants, c'est le fait que l'espace, au lieu d'être une boîte vide dans laquelle on met des objets, comme on s'imagine très naturellement, et puis que cette boîte vide, elle se fiche pas mal, elle ne se ressent pas le fait qu'on y mette une table ou autre chose, eh bien, dans la théorie de la relativité, l'espace n'est pas comme ça. Vous, tout aussi petit que vous soyez et moi du même coup, eh bien, nous modifions l'espace là où nous nous trouvons. Alors c'est encore plus vrai de la Terre et c'est encore plus vrai du Soleil et des étoiles qui sont énormes. Et d'ailleurs, la relativité d'Einstein a été vérifiée par un Anglais qui a montré que, justement, l'espace autour du Soleil était légèrement modifié, ce qui veut dire que la lumière contournait légèrement le Soleil au lieu d'aller en ligne droite. Alors ça veut dire ça que si vous avez la Terre, le Soleil et une étoile qui pour nous donc serait derrière le Soleil, normalement on ne peut pas la voir. Parce que la lumière qu'envoie cette étoile, elle tombe sur le Soleil ça a beau être de la lumière, c'est de la matière, donc c'est obscur, ça arrête le rayon lumineux. Et ça veut dire que un rayon lumineux va en ligne droite, ce qu'on pense généralement. Mais si l'espace est déformé, comme on dit, autour du Soleil, eh bien, la lumière venue de l'étoile que nous, on ne devrait pas pouvoir voir parce qu'elle est de l'autre côté du Soleil, la lumière contourne le Soleil et nous arrive dans nos télescopes. Alors, évidemment, pour qu'on puisse voir cette lumière, il faut qu'on ne soit pas ébloui par le Soleil. L'idéal pour ça, c'est un moment où il y a éclipse de soleil, comme il y en a eu une, dont vous devez vous souvenir, je crois que c'était en 97 ou quelque chose comme ça. En tout cas, une éclipse totale de soleil. Alors, elles ne sont pas toujours visibles en tous les points de la Terre. Là, celle-là, elle était extraordinaire pour nous, en Europe, parce qu'on la voyait bien. Mais celle qui a permis de vérifier la théorie d'Einstein, elle s'est produite en 1919 et au large, enfin, des côtes du Brésil et des côtes de l'Afrique, c'est-à-dire à la latitude du Brésil, finalement. Donc, un Anglais a été vérifié qu'une étoile dont on ne devrait pas voir, eh bien, on la voyait, quand le soleil était complètement noir, on la voyait bien qu'elle soit de l'autre côté du soleil, de l'autre côté de cette masse que représente le soleil. Tout ça parce que, encore une fois, selon la théorie d'Einstein, l'espace est déformé si bien qu'un rayon de lumière, au lieu d'aller tout droit, eh bien, contourne la masse qui produit la déformation. Bon, ça c'est la première des découvertes d'Einstein, en 1905 à 25 ans. Et la deuxième, c'est qu'il a mis sur les rails une théorie qui a mis beaucoup de temps, parce qu'en 1905, ça a été quasiment fait ce qu'il voulait faire pour la relativité. En fait, il a fallu qu'il reprenne les choses en 1915, mais c'était très net. En revanche, la deuxième théorie, elle a mis beaucoup de temps à être convaincante. Elle a mis beaucoup de temps à ce que les gens la croient. Et c'est la mécanique quantique, c'est-à-dire ce qui se passe dans les choses microscopiques. Je ne vais pas vous dire ce qui se passe, parce que c'est complètement différent de ce qui se passe dans notre vie, à notre échelle et même à l'échelle des étoiles.
Et ça serait trop compliqué, trop long. Mais je vais vous dire en quoi ça a complètement changé notre vie. C'est-à-dire que toutes les signalisations automatiques, toute l'informatique, toute l'électronique, même les postes de radio, tout ça, les machines à laver, tout ça n'existerait pas si on n'avait pas développé la théorie quantique que Einstein, lui, dont Einstein a planté la graine d'une certaine façon. Non seulement ça, mais par exemple, vous demandé pourquoi quand vous êtes sur le sol, vous ne passez pas au travers du sol. Vous allez me dire, c'est parce qu'il est dur. Mais qu'est-ce que ça veut dire, dur? Ça veut dire que vous n'enfoncez pas dedans. Et pourquoi vous n'enfoncez pas dedans? Vous n'enfoncez pas dedans parce que il y a quelque chose qui repousse les atomes, dont toute chose est faite, de vos semelles de chaussures et du sol. Et pourquoi sont-ils repoussés? Quelle est la force qui les repousse? D'où vient-elle? Eh bien, on ne peut pas l'expliquer autrement que par cette théorie-là. Avant, chacun savait qu'il y avait des sols durs et des sols mous, mais on ne savait pas pourquoi. Et ce genre de choses, comme savoir aussi pourquoi ça c'est orange et pourquoi ça c'est rose, eh bien c'est des choses qu'on ne pouvait pas expliquer jusque dans les années 30, 1930, quand la théorie qu'Einstein avait mis en route en 1905 s'est complètement déployée. Alors j'en viens à son engagement politique pour la paix. Alors Einstein était de ceux qui étaient pour la paix. Ça c'était juste après la Première Guerre mondiale, et vous savez qu'elle a été suivie en 1939, ça a commencé en 1939, mais on sentait venir les choses déjà depuis 1933. Il y a eu une Deuxième Guerre mondiale. Alors, quand cette Deuxième Guerre mondiale s'est profilée, c'est-à-dire évidemment, on ne peut pas dire il y aura la guerre bientôt, mais on sent venir la guerre quand elle vient. On la sent venir, on n'est pas sûr, on espère qu'elle ne viendra pas, et puis elle vient ou elle ne vient pas, mais quand elle vient, c'est particulièrement désagréable, évidemment. Donc Einstein, il avait senti en 1933 qu'il allait y avoir une deuxième guerre. Et à ce moment-là, il a complètement changé d'avis. C'est-à-dire que les objecteurs de conscience du monde entier, parce qu'il était devenu très célèbre, donc il leur servait de caution, il leur servait de soutien, eh bien, ont été très déçus parce qu'il a déclaré le moment n'est plus d'être objecteur de conscience et de refuser la guerre, le moment est de lutter éventuellement les armes à la main contre quelque chose d'épouvantable, et ce quelque chose d'épouvantable, c'était le nazisme, dont vous avez certainement dû entendre parler, qui a été développé par Hitler en Allemagne, et qui faisait que l'Allemagne, mais bon, ça aurait pu se produire ailleurs, devenait de plus en plus militaire et de plus en plus agressive. Non seulement ça, mais l'Allemagne nazie, c'est pas les Allemands, c'est les nazis, avait entrepris d'exterminer tous les juifs. Racisme pur, prototype des racismes, l'attitude des nazis à l'égard des juifs. Et Einstein, lui, était juif. Et il y avait beaucoup de juifs qui étaient persécutés plus à l'est, en Ukraine, en Russie, en Pologne. Et Einstein leur servait aussi, il les défendait. Bon, donc, à la fois son engagement pour un monde meilleur, où la paix, évidemment, serait l'idéal, et contre le racisme du gouvernement allemand dirigé par Hitler, a fait qu'il a réfléchi à la question et il s'est dit non, on n'arrivera pas à vaincre le nazisme simplement par la discussion, la modération, etc. Il faut que les pays, on disait les démocraties à l'époque, c'est-à-dire l'Italie, l'Angleterre, la France, les États-Unis, prennent les armes contre le nazisme. Pour une bonne raison d'ailleurs, c'est que le nazisme était arrivé en Allemagne par la voie des élections, c'est-à-dire par la voie la plus démocratique qui soit. Et les Allemands étaient extrêmement militaristes, les nazis, pardon. Donc il a complètement changé son fusil d'épaule, ça a été désastreux pour un certain nombre de gens qui comptaient sur lui, mais il a maintenu son opinion. Est arrivée la guerre en question. Alors auparavant, comme il était juif, il avait dû quitter l'Allemagne et il s'était réfugié aux États-Unis. Donc est arrivée la guerre en 1939. Et là, il était toujours dans la même position, c'est-à-dire que si on disposait d'une arme suffisante, eh bien, il fallait s'en servir. Et c'est pour ça qu'il a donné son accord à ceux qui voulaient envoyer une lettre au président des États-Unis pour les avertir que les nazis étaient en train de préparer une arme terrible, la future bombe atomique, et qu'il vaudrait mieux que ce soit les Américains, avec tout le camp des gens qui étaient opposés aux nazis, qui aient cette arme que plutôt les nazis. C'est ce qui est arrivé. Entre-temps, l'Allemagne avait été totalement défaite
Et l'arme atomique a été mise au point par les Américains. Comme ils avaient beaucoup d'ennuis de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du Japon, ils n'ont pas résisté à la tentation de s'en servir pour anéantir totalement le Japon et pour finir toutes les guerres pour le moment. C'était une autre catastrophe, et à partir de là, on a vécu dans la peur de la bombe atomique, et de l'énergie atomique aussi, parce que ça allait ensemble. Alors, je ne vais pas entrer dans la question de savoir s'il faut être pour le nucléaire en France ou contre le nucléaire en France. En tout cas, l'énergie nucléaire pacifique, ça existe, c'est celle qui fournit de l'électricité par un processus qui a été rendu possible par le fameux E égale MC2 d'Einstein, mais dont on ne peut pas tenir Einstein responsable de l'existence de la bombe atomique et de ses effets pacifiques. Tout ce dont on peut le rendre responsable, c'est d'avoir participé à l'écriture de cette lettre qui demandait au président des États-Unis de mettre le paquet pour faire l'arme de destruction massive avant les nazis, mais là aussi, peut-on lui donner tort? Voilà, je vais m'arrêter. Il y en avait un qui avait demandé la parole, là. Albert Einstein a-t-il édifié une théorie générale de l'univers? Ah oui, c'était une chose dont je n'ai pas eu le temps de parler. Quand je dis, par exemple, que dans la théorie d'Einstein, l'espace est modifié, eh bien, ça veut dire que l'univers tout entier, y compris la boîte vide dans laquelle on pourrait imaginer qu'il y a la Terre, la Lune, le Soleil, les étoiles, les constellations, les galaxies, etc., eh bien, tout ce qu'on croit être du vide, tout ça, ça doit être considéré aussi comme quelque chose de physique, quelque chose sur lequel on peut agir, comme casser une table ou je sais pas trop quoi. C'est-à-dire, ça relève du monde physique, de ce que la physique peut dire sur le monde. Or, jusqu'à cette théorie-là, on pensait qu'il y avait d'une part le cosmos, qui avait été créé de toute éternité, alors on pouvait se disputer sur qui et comment ça avait été créé, mais c'était un espèce de cadre, et puis il y avait la Terre, éventuellement le Soleil, qui faisait un tout. Maintenant, tout se tient d'une certaine façon, et donc l'univers tout entier est devenu un objet d'étude. Ça ne veut pas dire qu'on peut agir dessus. On ne peut pas agir sur Andromède ou sur une étoile qui est à 25 000 années-lumière, mais on peut comprendre comment cet univers fonctionne. Et même, on a pu émettre une théorie, qu'on appelle la théorie du Big Bang, sur la manière dont l'univers est né. C'est-à-dire qu'en fait, au début, il y avait juste un petit noyau. En un millionième de seconde, c'est devenu déjà plus gros, avec un peu plus compliqué. En une seconde, c'est déjà devenu du gaz, bon, etc. C'est dans les 3 premières minutes de l'univers, d'après cette théorie, mais qui a l'air d'être correcte, dans les 3 premières minutes de l'univers, il s'est passé beaucoup plus de choses qu'il s'en est passé depuis. Alors maintenant, la question, c'est de savoir si cet univers va se rétrécir pour redevenir un noyau ou au contraire devenir de plus en plus grand. Parce que pour le moment, il est en expansion. Ça aussi, ça a été montré par Einstein ou à la suite des travaux d'Einstein. Mais on n'est pas encore sûr que cette extension va durer tout le temps. Il pourrait ensuite il y ait une phase de contraction qui donnerait le Big Crunch. Alors Big Bang, ça veut dire le grand bang, et Big Crunch, ça veut dire le grand accident où tout le monde, tous, comme le crunch, là, le chocolat, tous se cassent. Pourquoi les calculs d'Einstein furent plus précis que ceux de la physique classique? Ah, c'est pas vrai qu'ils sont plus précis, hein. Il a fait avancer la théorie, c'est-à-dire qu'on a eu une autre conception du monde et de la manière dont les choses se produisent après Einstein. Mais avant Einstein, le fin de la théorie physique, c'est ce qu'on appelait l'électromagnétisme, c'est-à-dire un mélange de magnétisme et d'électricité et qui expliquait aussi la lumière. Eh bien, cette théorie-là, elle est d'une précision absolument extraordinaire. Elle prévoit des résultats avec une précision, je ne crois pas me tromper, mais c'est de l'ordre de 1 sur 1 milliard. Bon, et les autres théories, après, n'ont pas guère fait mieux dans le domaine de la précision. Alors, la théorie dont je parle avant Einstein, elle prédit les choses avec une précision qu'aucun appareil de mesure n'a pu aller jusque-là, c'est-à-dire épuiser. Elle est une précision supérieure à toutes les mesures obtenues avec les appareils les plus modernes, les plus performants, informatisés, etc. Donc, sa théorie est
plus compliquée, d'une certaine façon, que les théories précédentes. Elle est plus vraie aussi, parce que ça rend compte de phénomènes que les théories précédentes ne pouvaient pas expliquer. Alors on peut dire qu'elle est plus précise en un sens un peu particulier, je parle de la théorie de la relativité, c'est-à-dire qu'elle prévoit des phénomènes qui sont très 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 fins, pas observables. Donc on peut dire que c'est plus précis. Et dans les calculs pour lancer des satellites, eh bien ce n'est que depuis 2 ou 3 ans, et pourtant on lance des satellites depuis 30 ans, qu'on tient compte des effets prédits par la théorie d'Einstein. Donc en ce sens, on peut dire que, pas qu'elle est plus précise, mais qu'elle prévoit des effets plus petits. Est-ce que lorsque Albert Einstein a découvert l'énergie atomique, il se rendait vraiment compte de tout ce qui pouvait arriver, de tous les avantages et de tous les défauts? Non, personne d'ailleurs ne se rendait compte, parce que il y a pas mal de gens qui ont participé à la fabrication de la bombe dite atomique, celles qui sont tombées sur Nagasaki et Hiroshima. Et ces gens-là ont écrit leurs mémoires. Et il y a en particulier un physicien qui, dans ma génération, enfin, qui s'appelle Feynman, mais qui est pas très connu du grand public, mais qui a bien changé aussi le cours de la physique dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et lui, il a participé, il avait 25 ans, il a été recruté, il était un très brillant étudiant, il a été recruté pour aller dans le désert, dans le Colorado, où on avait rassemblé tous les savants avec les débuts de l'informatique. Ils avaient d'énormes machines. L'informatique ne serait jamais née, aussi vite en tout cas, s'il n'y avait pas eu à fabriquer la bombe atomique. Ça, c'est une chose dont on oublie de se souvenir. En tout cas, ces gens-là ont écrit leur mémoire et jamais ils ont pensé un seul instant aux conséquences, c'est étonnant, hein, aux conséquences que ça pourrait avoir. C'était tous des gens pour les droits de l'homme, pour la paix, etc. On leur avait dit il y a un effort de guerre à fournir pour vaincre le nazisme. Ils en étaient persuadés, comme Einstein lui-même, et d'ailleurs, la question se pose de ça. Justement, c'est pas évident qu'il fallait rester les mains croisées à attendre que ça passe. Et eux, ils n'ont jamais eu un seul instant pensé aux conséquences. C'était complètement dans l'excitation de la découverte, d'y arriver, de réussir. Ça se comprend d'ailleurs. À des échelles beaucoup plus petites, on peut très bien vouloir réussir quelque chose en oubliant presque volontairement ce que ça peut faire. Quand la première bombe atomique a explosé dans le désert, c'était un test. Ils ont vu, c'était formidable pour eux. Et ce Feynman, il raconte comment, entendant à la radio ce qui s'était passé au-dessus de Hiroshima, je crois que c'était la première, il en était été complètement anéanti. Il lui a fallu du temps pour s'en remettre.